Donc bonjour à toutes et tous. Merci donc de votre participation à ce webinaire. C'est notre deuxième, je pense, du genre. Notre idée étant, au titre de la chaire territoire de l'économie sociale et solidaire, de donner la parole à ceux qui écrivent sur l'ESS, ce qui peut évidemment regarder à la fois les observateurs de l'ESS, mais aussi les acteurs. Hein, et Thierry est un peu les deux, j'ai envie de dire, mais c'est aussi un des acteurs clés de l'économie sociale et solidaire. Je regardais d'ailleurs tout à l'heure dans ma thèse sur l'histoire très contemporaine, hein, c'est-à-dire des dernières décennies de l'économie sociale et solidaire, et je citais 28 fois Thierry Jeantet, donc ce qui veut dire qu'il a eu un rôle certain dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et Thierry Jeantet, donc, c'est notamment, alors, il est aussi connu sur les aspects. Alors, d'abord, juste une parenthèse, il est très impliqué chez AG2R, puisqu'il est président de la fondation AG2R, et AG2R qui est d'ailleurs l'un des partenaires, alors il n'y a aucun lien, mais c'est l'un des partenaires de la chaire, donc je me devais évidemment de le signaler, mais c'est aussi le fondateur du Forum international de l'ESS, donc il a beaucoup fait aussi pour la reconnaissance internationale de l'économie sociale et solidaire, notamment en lien aussi avec l'ONU. Hein, donc ça va. Là, nous, on est une chaire qui s'occupe des territoires, mais on voit bien qu'on peut jouer là à différentes échelles, et ce sera le cœur de l'entretien qui va suivre. Et Thierry vient de sortir un livre qui s'appelle Économie sociale et solidaire, la clé des possibles. Donc je l'ai en main, voilà, je vous le montre, dans une nouvelle collection Mondes en transition qui vient d'être créée chez Les Petits Matins, un éditeur, on va dire, qui a une forte appétence pour l'économie sociale et solidaire. Cette collection est dirigée par Camille Dorival, qui a longtemps été journaliste à Alternatives économiques. Hein. Là aussi, pas de hasard, Alternatives économiques, c'est une scope, donc on est là aussi dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Il se trouve et j'ai eu le plaisir de sortir un livre en même temps que celui de Thierry. On ouvre la collection tous les deux, donc il me semblait important de l'accueillir ici dans la chaire territoire de l'ESS, et j'en suis réellement très heureux. Et donc nous aurons pour l'interviewer, non pas moi-même, mais Marion Pouzoulé, qui est en stage au sein de la chaire, puisque maintenant nous sommes une entreprise qui se développe. Nous avons 3 personnes qui travaillent dans le cadre de la chaire, hein, puisqu'il y a Amélia Gustave, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est notre ingénieur de projet, voilà, et qui a organisé tout cela, et Marion, du coup, qui nous a rejoint en stage pour travailler plus spécifiquement sur les travaux autour de la recherche-action. Hein, on souhaite se positionner là-dessus. Et Marion, par ailleurs, est étudiante en master à Sciences Po Toulouse, en master Relations internationales. Et donc, elle connaît bien ce que fait Thierry Jeantet, et il nous semblait intéressant qu'elle puisse le questionner. Donc, on va fonctionner en 2 temps. Un premier entretien avec Marion, et puis ensuite, on vous proposera de poser vos questions directement à Thierry. Voilà, j'ai tout dit pour ce qui me concerne dans le cadre de cette introduction, et je laisse Marion prendre le relais avec Thierry. Très bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Timothée pour cette introduction, et merci Monsieur Jeantet pour votre présence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous retrouvons pour la deuxième webconférence de la chaire à l'occasion de la sortie de votre livre Économie sociale et solidaire, la clé des possibles. Donc ce livre est écrit dans le contexte actuel de la crise sanitaire mondiale, et il aborde les enjeux de l'ESS du local à l'international, et notamment la manière dont l'ESS est en mesure de trouver des solutions concrètes en temps de crise. L'adoption de ce point de vue n'est pas sans lien avec votre expérience. En effet, pour rappel, Monsieur Jeantet, vous êtes militant et acteur de l'économie sociale et solidaire depuis de nombreuses années. Après avoir travaillé au sein du groupe Crédit Coopératif, vous intégrez le cabinet interministériel chargé de l'économie sociale dans les années 1980. En 2004, vous fondez les Rencontres du Mont Blanc, devenu le Forum international des dirigeants de l'ESS, et dont vous assurez la présidence jusqu'en 2019. Vous participez notamment à la création du groupe pilote international de l'ESS aux Nations Unies. Vous êtes également administrateur de la Fondation Massif jusqu'en 2018, et aujourd'hui président de la Fondation AG2R La Mondiale. Et en plus de toutes ces activités, vous vous engagez sur votre territoire, sur la commune de Mortagne-au-Perche, dans l'Orne. Et donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole. J'invite les participants qui le souhaitent à poser leurs questions via le chat.
Et nous allons commencer avec ma première question. Donc, dans votre livre, vous consacrez une partie au contexte inédit de crise mondiale. Depuis le début de cette crise, nous avons beaucoup entendu parler du fameux monde d'après. L'ESS semble apparaître comme un modèle qui repose sur des principes adaptés aux défis présents. Donc, pensez-vous que l'ESS est capable de convaincre et d'occuper une place déterminante en cette période que vous appelez de bouleversement? Et avez-vous des exemples de situations concrètes? Merci. D'abord, merci à Timothée d'avoir fait appel à moi. Je suis ravi, d'autant plus que, comme il vient de le dire, on a publié chacun un bouquin dans la nouvelle collection dont il a parlé. Merci à Amélia d'avoir préparé ce débat et merci à vous, Marion. Et bonjour à toutes et à tous et surtout poser des questions. Alors, je crois qu'on est effectivement dans une situation tout à fait inédite qui correspond à un cumul de crises. Évidemment, nous vivons intensément la crise actuelle sanitaire, mais nous savons bien que derrière nous, mais encore avec nous, si j'ose dire, il y a eu bien d'autres crises depuis plusieurs années. On pense souvent à 2008-2011, crise financière, crise économique, mais il y a des trains entiers, si j'ose dire, de crises au niveau international, crise alimentaire, crise climatique, vous le savez toutes et tous. Et donc, on a eu le tort, je pense, pendant longtemps, de traiter chaque crise séparément l'une de l'autre, comme si il n'y avait pas de lien et de caisse de résonance. Or, depuis la chute du mur de Berlin, on nous explique qu'il y a un seul système vivable, qui est le système capitaliste, et qu'il sait rebondir. Ce n'est pas tout à fait faux, le fait qu'il sache rebondir. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ce cumul de crises a un fil qui s'appelle le capitalisme libéral, tel que nous le connaissons dans la plupart des pays aujourd'hui, de manière plus ou moins atténuée, et avec des variantes parfois évidemment étonnantes, comme celle de la Chine, où il y a une conjugaison entre capitalisme et communisme. Donc, comment ne pas se poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres solutions ? Je trouve très étonnant de voir que beaucoup de commentateurs, d'économistes, de politiciens disent non, non, il n'y a pas d'autre solution, il suffit de recoudre et de réparer un peu le capitalisme et puis on va rebondir. Je crois qu'on ne peut pas continuer éternellement comme ça et on ne peut pas être sourd et aveugle par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et c'est là où l'économie sociale et solidaire intervient. Parce que l'économie sociale et solidaire, d'abord, il faut le rappeler, est présente sur tous les continents et dans chaque continent, à peu près dans tous les États, dans tous les pays, dans tous les territoires, avec des forces diverses. Il est difficile de mesurer exactement le poids de l'économie sociale au niveau mondial, mais on sait que c'est plusieurs milliards d'individus qui sont concernés par l'économie sociale et solidaire. Donc, on ne part pas l'économie sociale n'est pas une petite chose cachée, ce n'est pas un pansement du capitalisme, c'est quelque chose qui fonctionne en soi et qui a en plus de cette diversité géographique, une diversité en termes d'activité. Elle est présente dans presque toutes les activités humaines, alors à des degrés divers, mais elle est présente dans toutes les activités humaines. Je voulais commencer par ça pour montrer qu'on parle de quelque chose de tangible, de solide. Il y a des centaines de milliers d'entreprises d'économie sociale dans le monde. Et si on prend les 300 plus grandes coopératives du monde, juste ces 300, elles ont ensemble un budget qui est équivalent ou même qui dépasse celui des GAFA, donc des GAFAM maintenant. Donc voilà, on est en présence d'une réalité tangible et solide, proche de nous. Ici en France, on ne peut pas ne pas penser au poids des banques coopératives, des mutuelles d'assurance, des mutuelles de prévoyance et de santé ou d'entreprises tout à fait performantes. Je pense à la Com en Normandie, puisque je suis en Normandie, une des principales entreprises européennes de fibre optique. Donc on est vraiment dans le moderne, dans le concret, et qui est resté et qui tient à rester une coopérative. Pensons au groupe Mondragon, groupe basque qui est devenu un groupe international et qui, en même temps, a gardé son assise dans les Pays basques. Je pourrais penser à la Banque Desjardins au Québec,
ou aux myriades d'entreprises qui existent sous forme coopérative, associative dans les pays du Sud. Et parfois avec des poids lourds. Hein. Je pense à la grande coopérative Amul en Inde, une des principales entreprises de production de produits laitiers au monde, qui, avant Danone, a inventé le yaourt à bas prix pour les personnes pauvres. Donc, voilà, c'est de ça dont on parle. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi la mettre en avant? Parce qu'elle a des caractéristiques. Je les rappelle quand même. Un fonctionnement démocratique, une vision éthique du monde, c'est-à-dire du respect à la fois des personnes et de la nature, une vision sociale et solidaire, et un système de propriété qui a la caractéristique d'être à la fois privé et collectif. Et ce qu'il faut voir, c'est cet ensemble de valeurs, de principes, et le fait qu'ils sont mis en œuvre en même temps, au même moment, en convergence. Et je crois que c'est ça qui est très, très important. Je disais tout à l'heure qu'on avait trop l'habitude de traiter les choses de manière séquencée, séparée. Je crois que l'économie sociale et solidaire a cette vertu dans la période où nous sommes, de nous offrir une solution qui justement permet de traiter en même temps le social, l'écologique, la démocratie, l'éthique. Voilà, ce sera ma première réponse. Merci beaucoup pour cette réponse. Et donc, malgré donc, cette forte résilience de l'ESS que vous venez de nous présenter, vous évoquez quand même à plusieurs reprises dans votre livre la question du vieillissement de l'ESS. Donc, quelles difficultés cela pose-t-il? Comment penser finalement une forme de renouvellement de l'ESS? Et par exemple, comment inclure les différentes startups sociales qui voient le jour? Alors, on est dans un paradoxe en réalité, parce que l'économie sociale et solidaire est née dans les années 1800, 1848, 1900. En 1900, c'est la première fois que Charles Gide parle d'économie sociale et solidaire à une tribune universitaire. C'est une date marquante. Donc oui, l'économie sociale a des racines profondes, qui sont des racines d'ailleurs qui sont liées à celles du monde syndical, qui sont liées aux mouvements sociaux en général, mais aussi, et je crois que c'est important de le souligner à notre époque, qui est la résultante de confluences politiques a priori très différentes. L'utopisme, le socialisme, le radicalisme au sens français du terme, hein, pas terroriste, le radicalisme qui est à l'origine de beaucoup d'initiatives de l'économie sociale et solidaire, et le catholicisme progressiste, puis plus tard le gaullisme. Et donc, c'est étonnant quand on regarde ça, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, elle a des racines profondes, ça ne veut pas dire pour autant qu'aujourd'hui, elle a mal vieilli. Je dirais que c'est le contraire. Paradoxalement aussi, je pense que jamais l'économie sociale ne s'est trouvée en position de répondre à des défis autant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, nous avons affaire à une multiplicité de crises qui se chevauchent. Et l'économie sociale et solidaire, non seulement prétend, mais agit sur les différents objectifs qui nous intéressent, qui sont appelés maintenant les objectifs de développement durable votés à l'ONU. Et on oublie trop souvent que dans ces objectifs de développement durable, il y a certes la lutte contre la dérive climatique, mais il y a aussi l'éthique, il y a aussi le social. Et donc, ce sont des objectifs pluriels et l'économie sociale et solidaire, justement, est au cœur de ces objectifs. Et je me souviens qu'en 2004, en 2014, quand nous avons eu une des premières réunions du groupe pilote international de l'économie sociale à l'ONU, pendant l'Assemblée générale de l'ONU, à côté, le président de la République française qui était là qui est venu présider cette séance, a dit: je viens parce que l'économie sociale et solidaire est au cœur des objectifs de développement durable.
On ne pouvait être que d'accord avec cette déclaration, pas simplement parce qu'elle faisait plaisir, mais parce que c'est la réalité, et ce qui crée des devoirs à l'économie sociale et solidaire. Et donc, je pense que pour elle, le moment est de surtout ne pas relâcher ces valeurs, premier point, au contraire, de les faire connaître, de les renforcer et d'être plus que jamais fidèle à elle-même de ce point de vue-là. C'est ça qui fera sa nouvelle force. Deuxièmement, je pense qu'elle doit savoir mesurer ses résultats. On parle beaucoup d'impact technique, de social tech, de tout ce que vous voulez, d'impact tech, etc. Très bien. Je pense que le principal, c'est que l'économie sociale et solidaire se mesure, et elle le fait, mais elle ne le fait pas suffisamment. Et surtout, elle ne le fait pas suffisamment savoir. Donc, ces impacts sont mesurables. Et je crois qu'il faut y insister, c'est une des conditions de sa rénovation. Je pourrais répondre sur plusieurs plans, mais je voudrais m'attacher au problème des startups. Nous avons fait venir aux rencontres du Mont Blanc, devenu le Forum international de l'économie sociale et solidaire, pas mal de startups. Et souvent, ce qui nous a frappé, c'est que les acteurs intelligents, vifs, convaincus, soutenant leurs projets, quand on leur disait, bon, et la dimension sociale, et la dimension environnementale. Et malheureusement, bien souvent, on avait l'impression que c'était en second, voire troisième rang. Comme si finalement ils étaient repris par la démarche traditionnelle, eh ben, on va gagner beaucoup de sous avec ça, le reste, on s'en occupera après. Alors, tout est respectable. Il y aura toujours des entreprises traditionnelles, à forme traditionnelle, et voilà. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les jeunes entreprises d'économie sociale qui, dès le départ, intègrent l'ensemble des objectifs de développement durable, comme ça se fait. Je pense notamment à ce qui est en train de se faire autour de ce qu'on a appelé licorne, que connaît bien l'ami Timothée. Dedans, il y a Enercop, il y a l'ANEF, il y a Mobilcop et d'autres. Ce sont, pour la plupart d'entre elles, des jeunes, voire de très jeunes entreprises. Ce sont des startups pour la plupart d'entre elles. Mais justement, ce sont des entreprises qui ont choisi un statut, mais qui ont choisi aussi d'appliquer les valeurs de ce statut. Et dès le départ. Donc, c'est ces startups-là qui nous intéressent. Je pense que l'économie sociale et solidaire a le devoir absolu, je dirais que l'économie sociale et solidaire installée, on parlait tout à l'heure de la Massif, d'AG2R La Mondiale, de Mondragon en Espagne, etc. Je pense que ces grandes maisons de l'économie sociale et solidaire doivent soutenir ce type de start-up, c'est-à-dire celles qui correspondent à ce qu'elles ont elles-mêmes fait. C'est un enjeu pour moi formidable. Bien entendu, pour faciliter ça, il faudrait simplifier un peu les statuts de l'économie sociale et solidaire. Le droit de l'économie sociale et solidaire en France est incroyablement complexe. La loi de juillet 2014 est venue balayer un certain nombre de choses et c'est une loi que j'ai soutenue avec d'autres, évidemment, avant même qu'elle existe. Et il en existe maintenant dans beaucoup de pays, je le souligne au passage, mais il y a encore beaucoup à faire pour simplifier le droit de l'économie sociale et solidaire, pour le rendre plus accessible. Et puis, il manque des pièces au jeu, notamment un véritable droit des groupes de l'économie sociale et solidaire. Voilà, quelques réponses sans doute trop rapides, mais je sais que vous avez d'autres questions. Et donc, par ailleurs, comme on peut le voir, l'ESS est fortement donc, implantée dans ces territoires, c'est ce qui fait l'ESS. Elle est aussi financée par les pouvoirs publics qui font preuve d'un intérêt grandissant pour l'ESS, comme on peut le voir. Mais en ce sens, comment faudrait-il penser en fait les relations entre l'État, les collectivités locales et l'ESS, tout en assurant à la fois l'indépendance et le bon fonctionnement de l'ESS? Alors d'abord, l'économie sociale est financée par l'État, essentiellement le monde associatif. Et pourquoi? Parce que le monde associatif remplit des missions d'intérêt général. Et donc l'État, d'ailleurs comme des collectivités locales, confie
l'exercice de ces missions au monde associatif. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une subvention gratuite, si j'ose dire. Dans la plupart des cas, ce sont des contrats, hein, pour simplifier. Le reste de l'économie sociale, que ce soit les mutuelles d'assurance, les mutuelles de santé ou les coopératives, baignent dans le droit traditionnel avec des méthodes de financement qui malheureusement sont souvent trop traditionnelles. Donc, l'économie sociale est en fait indépendante de l'État. Et encore une fois, quand j'entends dire mais oui, mais le mouvement associatif, il dépend beaucoup de l'État, etc., je dis oui, mais regardez les missions que remplit le mouvement associatif, et souvent il a été devancier, c'est-à-dire beaucoup d'actions sociales et même sanitaires, ou des actions en direction des populations faibles ou atteintes de maladies graves, etc., ont d'abord été développées et inventées par le monde associatif. Il ne faut jamais oublier ça. Premier point. Deuxième point, l'économie sociale a l'habitude de ces relations. Je le disais tout à l'heure avec le monde associatif, mais ça fait très longtemps qu'entre les villes, les communes et le monde associatif dans le domaine de la culture, du sport, de la santé, de l'éducation, ont établi ensemble des relations. Ce qui manque, certainement, c'est une vision, je dirais, tripartite, vraiment commune, entre État, collectivité locale et économie sociale et solidaire. Il y a des choses qui existent, hein. Le paysage n'est pas désert, il ne faut pas exagérer. Mais je pense qu'il y a besoin de renouveler ce triptyque pour voir, par exemple, qui demain va remplir véritablement les missions de service public et d'intérêt public. Sûrement encore l'État. Mais on voit bien qu'il s'est désengagé, soyons lucides. Il y a un certain nombre probablement d'actions qui devraient être réinventées par l'économie sociale et solidaire, en accord avec l'État ou en accord avec les collectivités locales. Et on voit bien d'ailleurs que, par exemple, dans le domaine sanitaire, un certain nombre de communes font appel à l'économie sociale, par exemple, pour favoriser le regroupement de médecins ou de médecins et d'infirmières, etc., dans des lieux collectifs, dans des lieux de partage, pour prendre des exemples simples. Je voudrais prendre un autre aspect, un troisième aspect. Nous avons forcément en France, comme dans beaucoup d'autres pays, un énorme problème d'emploi. On a poussé les gens à se débrouiller. C'est le mythe de l'entrepreneuriat individuel. Or, l'économie sociale a mis en place des formules intelligentes, je pense à zéro chômeur, bien entendu, hein, qui se développe beaucoup, mais je pense aussi précisément aux coopératives d'activité et d'emploi, qui permettent à des personnes avec ce statut mixte de salariés entrepreneurs d'être à l'abri, entre guillemets, d'une formule collective et en même temps d'être indépendants. Et donc, ce sont des outils formidables qu'il nous faut cultiver, développer, démultiplier. Et là, l'État a une responsabilité qu'il n'a pas pris vraiment pour l'instant, dont il n'a pas vraiment pris la mesure. Je donne cet exemple-là. Et là, on ne demande pas à l'État de s'immiscer, on demande à l'État de faire connaître et de favoriser. Et d'ailleurs, on le demande aussi aux collectivités locales, et il y a beaucoup d'endroits où ça se passe, ici en Normandie, mais aussi dans le nord de la France et ailleurs. Il y a beaucoup de communes qui ont pris conscience de ce type de possibilités. Vous voulez peut-être me poser une autre question, je surveille l'heure en même temps pour ne pas déborder et pour que les autres puissent poser des questions. Donc, je dirais une chose en plus quand même, je me contredis. Il faut bien que l'État comprenne que l'économie sociale et solidaire est un partenaire et non pas un intermédiaire. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Un partenaire, pas un intermédiaire. Très bien. Oui, je vais peut-être vous poser une dernière question avant avant de laisser peut-être la parole aux personnes dans le chat. Donc dans votre livre, vous dites, donc je vous cite, « L'économie sociale et solidaire ne prendra véritablement sa place qu'en provoquant des convergences utiles avec d'autres acteurs politiques, sociaux et syndicaux pour conduire des transformations sociales, civiques et écologiques attendues d'un bout à l'autre de la planète. » Donc pour vous, comment s'organisent des convergences utiles? Quels acteurs regroupent-elles à l'échelle locale, nationale
ou internationales? Et avez-vous des exemples d'initiatives qui portent leurs fruits? Alors, d'abord, je voudrais dire que ce dont on vient de parler à propos justement des coopérations entre associations et les collectivités locales, les communes, les communautés de communes, les départements, je pense au secteur social et sanitaire, par exemple, pour les départements, mais tout ce qui se passe sur le terrain culturel, social, écologique, etc., se fait souvent entre les collectivités locales et l'économie sociale. Donc, il y a un terreau là formidable qui existe déjà, et je pense encore une fois que là, il faut le renforcer. Mais effectivement, il faut des alliances avec d'autres acteurs. C'est clair qu'il y a souvent, n'oublions pas que l'économie sociale est née en même temps que le monde syndical. Les liens se sont parfois distendus, on ne va pas faire l'histoire ici, Timothée la connaît aussi bien que moi, mais je pense que ce n'est pas un hasard si on trouve dans presque tous les grands syndicats, ou même les plus modestes, des départements, si j'ose dire, qui s'occupent de suivre ce que fait l'économie sociale et solidaire. Moi-même, je suis allé à la CGT, à la CFDT, etc., intervenir dans des conférences de formation, ce qui est très important. Et je pense que toute la réflexion sur l'évolution de l'entreprise, la réflexion sur un autre thème qu'il faudrait traiter, qui est celui de la gestion du temps, passe par une alliance entre économie sociale et le monde syndical. Je crois que ce qui s'est passé avec la loi Pacte, avec les entreprises à mission, etc., montre que ce sont des demi-solutions. On a cité ces dernières semaines beaucoup le cas ambigu de Danone, mais il y en a d'autres. Le problème n'est pas de critiquer la loi Pacte. Après tout ce qui va un peu en avant, il faut l'apprécier, et voilà, il faut savoir être ouvert et voir ce qui peut bouger ailleurs, et s'il y a des frontières qui sont plus ténues qu'avant, je dirais tant mieux. Mais la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que va devenir l'entreprise en général. Et je crois que l'économie sociale et solidaire, là, présente un modèle, je dirais, complet. Hein. Encore une fois, là aussi, on trouve l'idée qu'à l'intérieur de l'économie sociale, on fait fonctionner en même temps, on essaie d'atteindre en même temps une série d'objectifs qu'on veut faire converger. Ce n'est pas une histoire de pièces rapportées. Le problème qui s'est posé à Danone, à mon avis, hein, c'est qu'en voulant être entreprise à mission, ils n'ont fait que de la super RSE, et encore, un peu comme si c'était un apport à côté. C'était un petit pas de côté au bon sens du terme, mais voilà, ça ne convergeait pas, ça ne matchait pas, excusez-moi. Quand l'économie sociale est vraiment elle-même, ça doit matcher totalement, ça doit converger totalement. Et je pense que là, l'économie sociale a en germe, en réalité, le modèle de l'entreprise du futur. Et pour le faire comprendre, eh bien, elle a besoin aussi d'une alliance avec les forces syndicales, mais aussi avec les forces politiques. Moi, je trouve que le dialogue entre l'économie sociale et les forces politiques existe, alors qu'il n'existait pas dans les années 70 ou très peu. Mais il est très insuffisant. Très bien. Est-ce que peut-être on va Alors, des exemples, vous savez, il y en a énormément. Je veux dire, sur les territoires, il y a des alliances territoriales. Je pense en Bourgogne, je pense dans le nord de la France. Il y a véritablement des alliances qui se sont nouées sur des territoires, sur des objectifs pour créer des écosystèmes. Donc il y a un certain bouillonnement. Et là, je parle de la France, mais si je prends ce qui se passe en Colombie aujourd'hui dans la lutte contre le Covid, c'est un système mutualiste qui travaille avec l'État pour mettre en place la politique anti-Covid. C'est un exemple très intéressant.
D'ailleurs, la directrice de Gestar Statuut, qui est cette organisation à caractère mutualiste, est la coprésidente actuelle du Forum international de l'économie sociale et solidaire, Elisa Torre-Negra. Je vous prends un autre exemple qui recoupe les réponses aux deux dernières questions. Corée du Sud, pays libéral, comme on sait. Si on regarde ce qui s'est passé avec le Covid, du propre avis de la mairie de Séoul d'un côté et de l'économie sociale et solidaire de l'autre, jamais les Coréens ne se sont intéressés autant à l'économie sociale que pendant cette période du Covid et après, grâce aux initiatives intelligentes qu'ont pris les coopératives, notamment les coopératives d'alimentation, pour améliorer l'accès à une alimentation saine, etc. Voilà, il y a des dynamiques partout. Dans des circonstances différentes. Corée du Sud, j'aurais pu prendre l'exemple du Cameroun, j'aurais pu prendre l'exemple du Portugal. Bon, l'économie sociale aussi a cette vertu d'être à la fois, d'avoir un ensemble de valeurs, de principes, mais aussi d'avoir une certaine souplesse. Très bien. Je vois que dans les questions, Georges-Henri, vous avez des questions. Si vous voulez les poser directement à l'oral, c'est possible. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Ben merci, formidable. Bonjour Monsieur Janté. Bonjour. Pour l'organisation de ces conférences, alors je vais me permettre de lire les questions que je me suis permise d'écrire dans le chat. Alors j'ai deux questions en réalité. Alors, vous venez de le dire dans votre introduction tout à l'heure, l'ESS est une solution qui permet à la fois de traiter le social, l'écologique et l'éthique. Je me demandais si, dans un souci de reconnaissance et de promotion qui dépasserait le seul champ des seuls acteurs de l'ESS, la mise en place de labels ou de référentiels serait utile pour valoriser les projets ou les entreprises qui seraient les plus exemplaires. Parce qu'on a parlé des entreprises à mission, mais l'ESS, c'est un petit peu plus que seulement des entreprises à mission ou de la super RSE. Oui, alors tout à fait, vous avez raison. Le Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale, il y a plusieurs années, avait mis au point un bilan sociétal qui était devancier. Peut-être, comme disait Edgar Faure, on a parfois tort d'avoir raison trop tôt. Je pense que c'était un petit peu le cas de cette initiative collective et je pense qu'il faut vraiment la reprendre. Je pense que c'était trop complet, donc peut-être un peu lourd à manier. On sait que c'est une préoccupation générale qui nous dépasse. Hein. Il existe des outils. Il y a ce que fait Global Compact au niveau international à l'initiative de Kofi Annan, qui a été le secrétaire général de l'ONU. Il y a d'ailleurs un Global Compact en France qui est présidé par André Renaudin, le directeur général d'AG2R La Mondiale, donc mutualité, monde mutualiste et paritaire. Donc, il existe des outils un peu partout. Donc, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, mais je dirais que le référentiel, pour reprendre un peu votre terme, n'est pas suffisamment précis et pas suffisamment répétitif et pas suffisamment affiché. Moi, je rêve du jour où on n'aura plus besoin d'écouter toutes les 10 minutes les résultats de la bourse, mais où on pourra écouter peut-être une fois par mois les résultats des entreprises qui atteignent en même temps leurs objectifs économiques, sociaux, écologiques et éthiques. Je crois qu'il y a plein d'outils qui ont été testés. C'est tout à fait possible. Il a manqué la volonté politique. Et je pense que là, l'économie sociale et solidaire, peut-être d'ailleurs avec l'appui d'autres types d'entreprises qui sont intéressées par ça, doit absolument imposer ça. Vous aviez une deuxième question, je crois. Absolument, merci pour votre première réponse. Alors, ma deuxième question, c'est en lisant le dernier livre de Jean Gattel, hein, qui a publié il y a quelques mois, l'ESS, un nouveau modèle de développement. Il a écrit au début de son ouvrage, alors il parlait un petit peu de son entrée en fonction comme secrétaire d'État dans les années 80, en 84. Il avait dû gérer un certain nombre de restructurations, voire de disparitions de grands groupes, à la fois coopératifs ou mutualistes. Et en conclusion, il nous disait, il écrit « L'économie sociale vient du local et doit y rester.
sauf à connaître beaucoup de vicissitudes, de dérapages et de reniements. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, je ne suis pas d'accord avec l'ami Jean Gattel, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais sur ce plan-là, et j'ai bien aimé son bouquin, mais sur ce plan-là, non, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que l'économie sociale et solidaire, justement, porte un modèle universel. Je le dis clairement, un modèle universel. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de grandir? Ben moi, je dis qu'elle a le droit de grandir comme tout le monde. Je comprends très bien les craintes qu'on peut avoir. Il y a eu, dans le monde français mutualiste, il y a quelques années, des dérapages d'entreprises de type mutualiste qui étaient allées en dehors de leur champ et qui, du coup, ont rencontré de réelles difficultés. On peut penser que les coopératives de coopératives, comme on en voit dans le monde agricole, s'éloignent de leur base et n'ont pas toujours un fonctionnement coopératif. On en a vu un groupe coopératif il y a récemment rappelé à l'ordre par ses propres membres, et d'ailleurs changer les équipes du haut, pour revenir à un fonctionnement coopératif, donc participatif. Je crois qu'effectivement, l'exercice est plus démocratique et plus difficile à mettre en œuvre dans une grande coopérative ou une grande mutuelle qu'ailleurs. Je suis d'accord. Mais entre nous, les outils que nous sommes en train d'utiliser là, vous et moi, à l'instant, le problème est, à mon avis, beaucoup moindre qu'avant. Parce que la relation est plus facile à entretenir et que voter, même à 1000 personnes, le même jour, au même moment, c'est possible. Donc, c'est un problème de volonté, et c'est là où on revient à la notion de référentiel. Il faut pouvoir accepter d'être référencé, bien ou mal noté. Il faut être transparent, et c'est ça qui est stimulant. 2, les outils techniques existent. 3, si on prend le cas de Mondragon que je citais tout à l'heure, ils se sont développés au niveau international. Ils ont eu des soucis. Et ils ont dit d'eux-mêmes, nous avons eu ces soucis, notamment en France, parce que nous avons acheté des entreprises qui n'étaient pas des coopératives. Et du coup, il y a eu une sorte de dysfonctionnement entre la coopérative centrale et ces entreprises qui finalement étaient trop autonomes par rapport au système coopératif. Je simplifie, mais c'est quand même ça. Eh bien, Mondragon a décidé de coopérativiser son réseau international. C'est la même chose avec le groupe Up français, chaque déjeuner, qui s'appelle maintenant le groupe Up, et d'autres. Donc, moi, je dis que l'ami Gattel a raison de mettre le doigt où ça fait mal, mais que les solutions existent. Elles existeront encore mieux quand, enfin, ce que je réclame depuis des siècles, et je n'ai pourtant pas de barbe blanche, c'est qu'il existe un véritable droit des groupes de l'économie sociale et solidaire et un droit des filiales d'économie sociale et solidaire. Il n'y en a pas, ce qui complique beaucoup les choses. Alors, il y a eu des pas en avant, avec la notion de société de groupement d'assurance mutuelle, par exemple, pour ce secteur-là. Mais un des défauts de la loi de juillet 2014, c'est qu'elle n'a pas traité ce sujet suffisamment complètement. Et dans beaucoup de lois de l'économie sociale qui ont été votées ces dernières années dans d'autres pays, parfois avant la France, ce problème n'est pas bien traité. Donc, d'où le rêve d'avoir aussi un vrai droit européen de l'économie sociale et solidaire. Mais voilà, là, il y a des choses concrètes. Donc, moi, je dis, l'économie sociale, non seulement peut, mais elle doit grandir, elle doit prendre son poids. L'économie sociale n'est pas là pour remplir les trous du gruyère. Elle est là pour offrir un système nouveau. Elle ne prétend pas être unique, elle ne veut surtout rien monopoliser. On sait ce que donnent les systèmes uniques, si on regarde un peu plus à l'est ou ailleurs, mais il faut qu'elle prenne toute sa place. Et c'est franchement pas encore le cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions?
dans le chat. N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. En attendant que le public se décide, moi j'en ai une, parce que tu évoquais la question des alliances au monde syndical. Or, ces derniers jours, je lisais un article c'est les sociologues critiques, hein, Mathieu Elie, et voilà, qui sont dans une posture critique vis-à-vis de l'ESS, hein, un rôle un peu d'aiguillon. Et ils écrivaient dans la revue cadre de la CFDT sur la constitution de l'UDES. Donc le syndicat d'employeurs de l'économie sociale. Ils ont aussi suivi beaucoup la constitution du syndicat ASSO, hein, qui a aussi contesté un certain nombre de pratiques dans le secteur associatif. Et finalement, ils relèvent que l'UDES, par exemple, a soutenu la loi travail, alors que les syndicats étaient quand même contre. Alors comment on assume la fonction employeur de l'ESS finalement, tout en faisant des alliances avec l'ESS? Quel est ton point de vue là-dessus? C'est un sujet que j'ai vécu directement, parce que quand j'étais secrétaire général du groupement des mutuelles d'assurance, c'est-à-dire Massif, Maïf, Matmut, MAF, etc., dans les années 80, il a été question pour la première fois de négocier un statut pour les salariés de l'assurance nationale, un statut national, enfin une convention nationale, pardon. Il n'y avait pas de convention nationale pour les salariés de l'assurance. Nous, groupement des mutuelles d'assurance, le premier réflexe de la commission exécutive a été de dire ce n'est pas notre problème. Nous, on ne touche pas à ça, on laisse les assureurs traditionnels à faire leur truc. Sauf que j'étais donc secrétaire général, j'ai dit mais d'accord, alors ils vont négocier, ils vont adopter une convention et ensuite le ministère du Travail va vous l'imposer. Et vous n'aurez pas dit votre mot. Donc, on y est allé. Et c'est moi qui représentais, qui était le chef de la délégation pour les mutuelles d'assurance. Et ça a duré presque 3 ans. Hein. C'était une belle expérience. Et évidemment, les syndicats me disait comment, Monsieur Jeantet, vous osez être assis à côté de la Fédération française des sociétés d'assurance traditionnelles et faire des propositions qui risquent de converger avec eux, etc. Je leur ai dit la même chose. Je leur ai dit, vous oubliez une chose, c'est que la première discussion, elle a commencé entre nous et eux. Et ce que nous vous présentons aujourd'hui est différent de ce qui aurait été présenté si la Fédération des sociétés d'assurance dites traditionnelles, hein, je simplifie, avait été seule en face de vous. C'était assez sportif. Hein. Et voilà, mais c'est une partie de la réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que tant qu'il n'y avait pas d'UDES, on entendait sans cesse des critiques de dire les employeurs de l'économie sociale ne s'occupent pas de nous au niveau national, au niveau global. Ils nous laissent tomber, ils ne nous aident pas. Donc, moi, je pense que c'est bien que l'UDES et l'ASSO, etc., existent. Je pense que c'est un exercice très difficile pour les raisons que je viens de dire, parce qu'effectivement, il faut négocier, il faut accepter les choses. Donc, je dirais que globalement, c'est nécessaire. Maintenant, les décisions qui prennent en interne, là, ça dépend de l'équilibre des forces internes. Hein, je ne connais pas et tout n'est peut-être pas effectivement rose. Mais je pense qu'il fallait le faire. Je pense qu'il fallait le faire et je pense qu'il faut absolument que l'UDES continue à grandir. D'ailleurs, plus elle grandira, plus elle subira, moins elle subira les pressions, je dirais, elle sera encore plus. Hein. Mais les gouvernements successifs n'ont pas tellement aidé non plus, hein, franchement. Je dirais même quelle que soit la couleur. Mais ça n'a jamais été. C'est pas une histoire simple, hein, effectivement, l'histoire syndicale de l'ESS. On n'est pas habitué à ça en France. Les Allemands sont très habitués à ça. Ils font ça tous les jours, si j'ose dire. Mais bon. Alors, il y a un autre sujet, moi, que je voulais aborder parce qu'il était en filigrane dans certaines questions. C'est quand on se pose la question de savoir comment l'économie sociale peut grandir. Je rappelle que il y a
presque tous les pays, soit de micro-institutions, soit d'énormes institutions de financement de l'économie sociale et solidaire. En France, il y a de puissantes banques coopératives. Je parlais tout à l'heure du Canada, il y a de puissantes banques coopératives, mais si on regarde en Afrique, il y a des myriades d'outils financiers qui sont orientés, souvent dirigés par des femmes d'ailleurs, orientés vers l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il manque une internationale du financement de l'économie sociale et solidaire. Vraiment, il faut absolument que le Forum international, l'Alliance coopérative internationale, l'Association internationale des mutuelles amènent autour de la table tous ces banquiers, tous ces financeurs pour traiter de la question du financement et du développement de l'économie sociale au niveau transfrontière. Moi, j'avais peut-être une dernière question sur les jeunes. En fait, on parle beaucoup on voit les jeunes aujourd'hui qui veulent se diriger vers des entreprises à la fois sociales, écologiques, démocratiques, mais finalement, on se rend compte qu'il y a assez peu de jeunes qui se dirigent vers des structures de l'ESS. Comment on pourrait expliquer en fait ce fait, comment y remédier, comment promouvoir l'ESS auprès des plus jeunes? Je pense que là, l'économie sociale a une longue, pendant très très longtemps, a décidé de vivre cachée pour vivre heureuse. Le résultat, c'est qu'elle n'était pas entendue. Ça a considérablement changé, évidemment, depuis les années 80 et puis dans les années 90-2000. Et l'économie sociale, maintenant, s'exprime. Et je vois que des initiatives importantes comme celle de la République portée par ESS France vont évidemment dans le bon sens. Mais c'est vrai que l'économie sociale a été lente à se montrer, hein, comme si elle était intimidée. Pendant longtemps, ça a pu fonctionner, mais maintenant, on est quand même dans l'ère de la communication, on est quand même dans l'ère de l'échange, et là, elle a encore de sérieux efforts à faire. Et je pense que, malheureusement, les jeunes ont une image décalée de l'économie sociale et solidaire. Ils ont l'image de l'économie sociale et solidaire d'avant-hier. C'est très curieux. Or, depuis, l'économie sociale a changé, mais elle l'a peu dit, elle s'est peu exprimée. On parlait tout à l'heure de licorne, mais il y a d'autres exemples. Voilà, il faudrait mettre le focus sur des exemples concrets de ce type. Quand on regarde ce qui se passe en Bourgogne, je le citais tout à l'heure, entre les collectivités locales et l'économie sociale et solidaire, par exemple, hein, ou en Normandie, il faut mettre l'éclairage sur ces exemples extrêmement concrets pour montrer qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas simplement un discours, elle fait concrètement. Alors, voilà, je pense qu'il y a probablement des choses à inventer. Je me demande si, par exemple, je pense à Territoire Conseil, qui est, vous savez, un outil de la Caisse des dépôts, comme la Vise est un outil de la Caisse des dépôts pour l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'un rapprochement sur certains thèmes entre la Vise et Territoire Conseil serait nécessaire, par exemple, pour sensibiliser les nouveaux élus, les jeunes élus en particulier, mais peut-être pas simplement les élus en général. Ensuite, je pense qu'il faudrait pratiquer ce que j'ai fait quand j'étais directeur général d'Euresa. Euresa rassemble 14 mutuelles et coopératives d'assurance en Europe. Ça a été lancé d'abord par Massif, Unipol en Italie, Folksam en Suède et PEV en Belgique. On est parti à 4 et quand j'ai quitté à la date prévue Euresa, on était 14 et aujourd'hui il y en a 14 ou 15 encore. J'avais créé un système d'échange entre salariés, d'échange d'expérience entre salariés de ces mutuelles. Et cette interconnaissance, si vous voulez, avait l'avantage de montrer à l'économie sociale,
souvent à des jeunes qui rentraient dans l'économie sociale comment ça marchait ailleurs, que ce n'était pas simplement un exemple en France ou un exemple en Suède ou je ne sais où, c'est quelque chose qui fonctionnait partout. Et je pense que là, il y a vraiment à inventer dans cet état d'esprit, un peu ce qui existe en Europe pour les étudiants, un système d'échange, d'apprentissage, de stage, mais aussi d'échange très ouvert aux jeunes. Il y a un réseau là à créer, il y a quelque chose à créer. Dans mon livre, j'explique comment des jeunes se déclarent ravis d'être dans l'économie sociale. Je prends un exemple au Québec, je prends un exemple en France, je prends un exemple, je crois que c'est au Togo. Mais les uns et les autres ne savent pas qu'à 3000 km, certains font des choses qui vont dans le même sens. Il y a vraiment une réflexion et une action à entamer, mais il y a aussi un discours à tenir. Et c'est pour ça que je pense que l'initiative République de SS France est importante. Je pense que là, il faut faire de la pub, mais pas de la pub. Il faut faire de la démonstration concrète. Et je pense que ce qui nous manque, c'est que, encore une fois, les gens ont une image de sympathie de l'économie sociale, mais qui est décalée. Elle est décalée, alors qu'elle invente tous les jours. Je veux dire que Enercop, c'est l'entreprise qui offre vraiment une solution verte en termes d'énergie, et c'est la seule qui le fasse à 100%. Il faudrait peut-être que ça se sache un peu plus. Il y a des types qui font le transport à vélo, qui ont décidé de quitter Uber et qui ont créé leur propre coopérative. Et c'est une coopérative qui est maintenant européenne. Il faut le faire savoir. Je veux dire, de l'anti-Uber vivant et coopératif et participatif, c'est une réalité. Ça existe. Il ne faut pas se dire on fera ça dans 10 ans. Ça existe déjà. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde agricole, moi je suis frappé de voir le nombre d'expériences qui se développent par des jeunes qui viennent pas du tout au début du monde rural ou peut-être pour des raisons historiques agricoles, qui ont parfois fait des métiers complètement différents, qui développent des actions de permaculture. Je prends par exemple dans le parc régional naturel du Perche, ils ont développé des espaces tests agricoles pour les jeunes, dans un esprit justement que je viens de décrire. Bon, je pense qu'on pourrait imaginer aussi, je pense que l'économie sociale et solidaire devrait aussi imaginer des lieux tests permettant aux jeunes de développer des activités nouvelles. Non pas en les mettant entre quatre murs dans un bureau, comme on le fait bien d'ailleurs pour les entreprises traditionnelles, mais sur le terrain. Alors, il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui l'ont compris. Hein. Je pense que le lieu qu'a créé la Maïf, par exemple, à Paris, va en ce sens. Hein. C'est une sorte de laboratoire ouvert, finalement. Va en ce sens, et d'autres entreprises dans d'autres pays font ça. Mais ça se fait très insuffisamment. Très insuffisamment. Desjardins, dont je parlais tout à l'heure, qui est un grand groupe bancaire coopératif au Québec, a une politique d'ouverture aux jeunes qui est assez formidable. Je pense qu'il faut véritablement, voilà, et je pensais aux coopératives d'activité et d'emploi, bien entendu, dont certaines d'entre elles ont une ouverture jeune tout à fait intéressante, Crescendo dans le Perche, par exemple, et d'autres. Donc voilà, je crois qu'il y a toute une série d'initiatives à prendre, mais là, il faut changer l'image par le concret, par la démonstration, permettre aux jeunes de toucher, si j'ose dire, et de participer. Je pense que au-delà de ça, l'économie sociale et solidaire ça je tiens vraiment à le dire, a un rôle fondamental à faire dans le réveil de la démocratie en France. Parce qu'elle est un modèle participatif, parce que justement elle peut amener des générations nouvelles dans l'action coopérative, associative ou autre, à pratiquer une démocratie directe, concrète, et du coup, réimpulser, je dirais, la démocratie au niveau national, au niveau territorial et national, c'est-à-dire redonner le goût de l'engagement, de l'action,
et pas simplement de la protestation qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Très bien, on va peut-être terminer avec en 5 minutes avec les 2 questions qui nous sont venues du chat. Une première de Xavier. On a l'habitude de considérer une entreprise par rapport à sa capacité à dégager du profit et à financer sa croissance. Quels critères observer pour estimer la viabilité d'une structure de l'ESS? Et donc, la deuxième question de Georges-Henri, qui pourra conclure la conférence. Comment voyez-vous l'ESS dans 10 ans? Alors, sur le profit, évidemment, les associations ne sont pas là pour faire du profit, mais par contre, les mutuelles, les coopératives sont en général plongées dans le monde marchand, et avec succès, hein, et dégagent des excédents. Donc oui, les entreprises de l'économie sociale, pour celles qui se mettent dans le monde marchand, doivent dégager des excédents. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elles en font. Et là, si on prend Fairtrade, par exemple, qui est un grand réseau international de commerce équitable, qu'on peut critiquer sur certains aspects, etc., mais enfin, il existe, il a quand même fait beaucoup de choses. Ils ne prétendent pas qu'ils ne gagnent pas de sous. Simplement, ils disent clairement, les excédents, les richesses créées, nous tenons à ce qu'elles soient les plus équitablement réparties du producteur au consommateur. Donc, l'idée n'est pas de supprimer l'argent, je dirais, de manière théorique comme ça. L'idée, c'est oui, il y a des richesses créées. Le problème, c'est comment on les partage pour faire quoi. Je rappelle un des principes de la mutualité d'assurance, qui est quand une mutuelle estime qu'elle a fait dégager des excédents qui vont au-delà de ce qu'elle, j'allais dire, de la norme habituelle, elle en rétrocède, si elle le veut, elle peut rétrocéder une partie de ses excédents à ses membres. C'est ce qu'ont fait les mutuelles d'assurance dommage dans le cadre de la période actuelle. Donc je pense que, encore une fois, on ne mesure pas les entreprises d'économie sociale et solidaire uniquement sur ce plan-là, mais on peut aussi les mesurer sur ce plan-là à la façon dont elles traitent les profits. N'oublions pas encore une fois que le système de propriété de l'économie sociale, c'est l'impartageabilité. Vous êtes dans une mutuelle et une association, vous entrez, vous sortez. Vous sortez comme vous êtes rentré. Vous ne partez pas avec des actions. Dans le cas des coopératives, il y a des parts sociales, mais vous savez bien que c'était une rémunération limitée et que de toute façon, même que vous en ayez 1000 ou une, vous n'avez qu'une voix. Donc, voilà. Alors, sur les 10 ans qui viennent, je dirais qu'il faudrait qu'on fasse en 5 ans ce qu'on pensait faire avant en 10 ans. C'est le premier point. C'est-à-dire, je pense qu'on a un point de bascule. Je m'explique. Il y a de plus en plus de développement de l'économie sociale dans le monde. Il y a de plus en plus d'États qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire. Au Maroc, c'est clair que le programme vert du Maroc, royauté, s'appuie largement sur l'économie sociale et solidaire, et notamment sur les femmes qui pratiquaient déjà un certain type de gestion au niveau très local. Je cite souvent l'exemple de l'huile d'argan, le traitement de l'huile d'argan. Vous allez dans les pays d'Amérique du Sud, Costa Rica ou Colombie que je citais, avec des régimes totalement différents de celui que je viens d'évoquer, dans des conditions géographiques complètement différentes, sociologiques complètement différentes. C'est souvent un choix qui est fait de prendre l'économie sociale comme un véhicule de développement qui assure une certaine sociabilité. Ce qui avait été fait en partie par Lula au Brésil, notamment dans la première période Lula. Vous avez des pays comme le nôtre et les pays voisins qui se disent oui, il faut quand même diversifier le choix de mode d'entreprise si on veut que nos pays bougent, innovent, etc. Donc, on voit que dans des pays de régimes politiques très différents, de géographie différente, de sociologie différente, l'économie sociale et solidaire se développe. Deuxièmement,
depuis qu'on nous avons créé qu'a été créé le groupe pilote international de l'économie sociale et solidaire, auquel il serait intéressant que le gouvernement actuel se réintéresse un peu plus. Les agences de l'ONU ont créé à cette occasion-là une task force entre elles qui ne s'occupe que d'économie sociale et solidaire. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'aurait pas cru il y a 10 ans, finalement, ou très peu cru en disant « ouais, l'international, mais mes pauvres amis, vous rêvez ». Or, je suis désolé, mais on a tenu plusieurs fois, encore une fois, des hauts événements de l'économie sociale pendant l'Assemblée générale de l'ONU, à côté, à l'ONU, avec des représentants des agences, avec un contact avec le numéro 1 ou la numéro 2 du secrétariat général de l'ONU, avec des représentants gouvernementaux, parfois des présidents de la République. Bon, saisissons ça. Je veux dire, il faut pousser. Et quand Jérôme Sadier et ESS France disent qu'il faut que l'économie sociale refasse politique, c'est refaire politique avec un grand P, je pense que c'est effectivement extrêmement urgent et qu'il faut le faire transfrontière. Et moi, je souhaite beaucoup, au passage, que le Forum international de l'économie sociale et solidaire, ce qui s'appelle le Global Forum, qui travaille sur le thème économie sociale et ville au niveau international et cities, l'Alliance coopérative internationale, l'Association internationale de la mutualité et quelques autres, se rassemblent et créent une plateforme commune pour aller plus haut, plus vite. Je crois qu'on en a énormément besoin, énormément besoin. Donc, les 10 ans qui viennent ont déjà commencé, je dirais, et je pense méritent un formidable coup d'accélérateur. Voilà. Donc, il faut un peu de volonté économie sociale et solidaire. C'est possible. Et comme je dis dans mon livre, l'économie sociale et solidaire ne prétend pas tout résoudre, mais c'est une clé. Merci beaucoup Thierry, donc je reprends la main. Merci beaucoup, en tout cas on arrive au bout de cette heure d'échange et de présentation du foisonnement à la fois d'idées et d'exemples qui se retrouvent dans ton livre, puisqu'effectivement on a fait un tour du monde, on a visité tous les continents, tous les secteurs également de l'économie sociale et solidaire, toutes ses formes. Bref, on est, je crois, là, on est servi. Je crois qu'on a une vision panoramique véritablement de l'économie sociale et solidaire. Donc, merci beaucoup à toi. Je vois qu'il y a Martin qui vient. Martin, donc, qui est un étudiant de 5e année qui vient de se réveiller en faisant une liste de questions. Donc, oui. Alors, je vais quand même lui dire un petit mot. Voilà. Je vais dire un petit mot quand même, parce que je la vois affichée. Oui, vas-y. La notion, en fait, je vais lui dire, parler d'économie sociale ou d'économie sociale et solidaire, c'est pour moi pareil. C'est un problème qui ne se pose pas. Sinon, on pourrait aussi parler d'économie écologique, sociale, solidaire, éthique, etc. Franchement, tous ces débats sont terminés, ils sont derrière nous, et heureusement. On parle maintenant d'économie sociale et solidaire. Il y a effectivement une conception anglo-saxonne de l'économie sociale et solidaire parce qu'il y a le poids, notamment aux États-Unis, du non-profit. On parle souvent plus de non-profit, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a aussi des grandes coopératives, d'immenses mutuelles, et qu'en réalité, l'économie sociale et solidaire existe aussi aux États-Unis. Donc, moi, je crois qu'il faut dépasser les termes et surtout voir les valeurs et les objectifs. Voilà. Et je crois qu'on peut réunir autour de ça. Mais merci pour cette question et pour cette réponse. Merci, oui, très pertinente. Très pertinente.